podcast. Il est à la tête d'Israël depuis 2009, mais écrit l'histoire politique de son pays depuis plus de 30 ans. Benyamin Netanyahou, Premier ministre de l'État hébreu, semble indétrônable. Pourtant, il est aussi l'un des premiers dirigeants d'une démocratie à être officiellement poursuivi par la Cour pénale internationale, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza, alors que le conflit avec le Hamas se poursuit, et ce, depuis le 7 octobre 2023. Mais au fait, qui est Benyamin Netanyahou ? D'où vient-il ? Quelle est sa vision pour son pays ? Et peut-il encore se maintenir longtemps au pouvoir ? Benyamin Netanyahou, on en parle avec vous. Frédéric Médezo, bonjour. Bonjour. Vous avez été pendant longtemps le correspondant de Radio France à Jérusalem. Vous êtes désormais rédacteur en chef de Forbidden Stories, un consortium de journalistes d'investigation qui rassemble plusieurs nationalités. Merci d'être avec nous. D'abord, une question d'actu avant de commencer. On vient de l'apprendre quelques heures avant l'enregistrement de cet épisode. Israël approuve un plan prévoyant, je cite, la conquête de Gaza. Conquérir Gaza, c'est la volonté de Benyamin Netanyahou ? C'est forcément lui qui donne l'ordre puisqu'il est le Premier ministre d'Israël. Après, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que dans l'histoire et dans la carrière de Netanyahou, conquérir Gaza, c'était pas forcément le but initial. Et vous allez nous l'expliquer, on va développer tout ça avec vous dans quelques minutes. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Qui est et comment fonctionne Benyamin Netanyahou ? Pour le comprendre, retour en 1996. Cette année-là, la France et le monde découvrent un visage jusqu'ici plutôt passé inaperçu. C'est entouré par la foule que Benyamin Netanyahou s'est rendu ce soir devant le mur des lamentations. Sa première prière de Premier ministre. Un geste symbolique pour celui qui, tout au long de sa campagne, a promis à ses électeurs de renouer avec les valeurs juives. Un geste aussi à l'égard des partis religieux qui l'ont soutenu et qui vont entrer au gouvernement. Ce 29 mai 1996, Benyamin Netanyahou, à la tête du Likoud, le parti de la droite conservatrice depuis 3 ans, l'emporte de justesse face au candidat du Parti travailliste, Shimon Peres, 29 000 voix d'avance seulement. Netanyahou a 46 ans, un style de ténor à l'américaine, où il a grandi et passé sa jeunesse, et maintenant, il a le champ libre pour mettre en place sa politique qui se résume en une ligne simple, la sécurité avant tout. De quoi séduire ses supporters. On espère que finalement, en Israël, il y aura une ambiance vraiment juive. Je commence déjà à me sentir un peu plus en sécurité vu que c'est Benyamin Netanyahou qui est passé au pouvoir et que lui, il fera une vraie paix et sûre pour le peuple d'Israël avant tout. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Car ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque, et depuis des décennies, les tensions avec les Palestiniens sont vives. Et ce, malgré les accords d'Oslo, passés en 1993 entre autorités israéliennes et palestiniennes pour mettre en place un processus de paix. Ces accords, justement, Benyamin Netanyahou est contre. Lui, il voit une menace à la sécurité du pays. Il est partisan des implantations juives en Cisjordanie et opposant à la partition de Jérusalem. Mais avec ses opinions tranchées, il s'attire les critiques d'une partie de la population accusée d'être un opposant à la paix. Et la sanction se fait dans les urnes. Il est battu en 1999 et annonce se retirer de la vie publique. Mais pas pour longtemps. Juin 2001, Netanyahou est interviewé par une équipe de France 2 à la suite d'un attentat terroriste commis par un kamikaze palestinien en Israël. On écoute. Les opérations militaires contre l'autorité palestinienne sont-elles inéluctables ?
Que feriez-vous si vos centres commerciaux étaient attaqués à l'explosif, des discothèques bombardées, des enfants assassinés comme l'autre jour à Tel Aviv, des voitures particulières attaquées, le tout venant des régions contrôlées par Arafat où il pourrait y stopper le terrorisme? Évidemment, vous passeriez à l'action, c'est certain. Je ne pense pas qu'il soit possible de résoudre le conflit, mais nous pouvons stopper le terrorisme. Le ton est donné. Et le comeback en politique de Benyamin Netanyahou, acté. En 2002, il est ministre des Affaires étrangères. En 2005, de retour à la tête du Likoud. Et en février 2009... Benyamin Netanyahou sur le chemin du pouvoir. 10 ans après avoir perdu son poste de Premier ministre, l'homme fort du Likoud est en mesure de diriger un nouveau gouvernement. Il pourrait former rapidement un bloc de droite avec une majorité de 65 députés sur 120. Ses principaux alliés, les ultra-orthodoxes, les nationalistes religieux et Avigdor Lieberman, nouveau chef de file de l'extrême droite. À 59 ans, celui que ses partisans surnomment Bibi n'a pas beaucoup changé. Il demeure un partisan du Grand Israël, farouchement opposé à la création d'un État palestinien. Pour lui, la paix, c'est simplement une paix économique. Alors, il ne va plus quitter, ou presque, la tête de l'État hébreu. Indéboulonnable, et ce, malgré des affaires de corruption dévoilées en 2016. Pour la première fois en Israël, un chef de gouvernement en exercice va se retrouver à la barre d'un tribunal. Son procès s'ouvre en mai 2020, une semaine après sa reconduction au poste de Premier ministre. Mis en examen pour fraude, corruption et abus de confiance dans 3 affaires différentes, Benyamin Netanyahou est accusé d'avoir reçu pour 180 000 € de cigares, de champagne et de bijoux de la part de personnalités richissimes. Il aurait aussi accordé des faveurs gouvernementales à des propriétaires de sociétés de communication en échange d'une couverture médiatique favorable. Un procès qui n'est à ce jour toujours pas achevé. Mais qu'importe les affaires, Benyamin Netanyahou propose en 2023 sa réforme judiciaire. Une réforme qui vise à affaiblir la Cour suprême au profit du pouvoir gouvernemental. De nouveau, la contestation populaire est vive en Israël. Mais le 7 octobre 2023... C'est une zone du monde dont on avait trop vite oublié le caractère explosif. Israël vient de subir ce 7 octobre une attaque terroriste inédite par la mer, les airs et sur terre. Des hommes du Hamas ont frappé l'État hébreu par surprise un jour de Shabbat, entraînant de nombreuses victimes militaires et civiles, avec un premier bilan très provisoire de 100 morts et plusieurs centaines de blessés. Ce soir encore, de nouvelles roquettes viennent d'être lancées depuis Gaza. La réponse du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a été claire. Je cite, « Nous sommes en guerre ». Ce jour-là, Israël connaît la pire attaque terroriste de son histoire. Plus de 1200 Israéliens sont tués, majoritairement des civils, des centaines d'autres enlevés par le Hamas. Il serait encore 24 otages détenus, présumés vivants, selon les autorités israéliennes. Benyamin Netanyahou va alors se poser en chef de guerre. Et la réplique de l'armée israélienne va être sans merci à Gaza. Bombardement sur des civils, blocage de l'aide humanitaire, un drame humain qui continue de s'écrire en ce moment. Si bien que Benyamin Netanyahou, 75 ans, est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, visée depuis novembre 2024 par un mandat d'arrêt international. Et maintenant, quel avenir pour Benyamin Netanyahou? Peut-il encore se maintenir longtemps au pouvoir? On en parle dans le temps d'actu. Avec vous, Frédéric Mettezo. Déjà, pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre. Évidemment, c'est un résumé non exhaustif, difficile de détailler en quelques minutes un parcours, une histoire politique aussi longue. J'imagine que vous avez peut-être des éléments à ajouter. J'ajouterais à ce récit qui est déjà très complet le fait que Netanyahou, Bibi, comme tout le monde l'appelle, ses partisans comme ses ennemis. Bibi, c'est un véritable animal médiatique et politique. Il a été formé aux États-Unis à répondre aux chaînes d'information en continu. Il a une très belle voix, il a beaucoup de présence, il est très bon dans les médias, il est très bon dans les meetings. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, il est aussi très à l'aise sur les réseaux sociaux. Il donne quasiment plus d'interviews, il fait beaucoup de réseaux sociaux. C'est aussi un animal politique parce qu'il est capable d'étouffer les oppositions en interne au Likoud. Il est capable de faire venir comme alliés dans son gouvernement ses pires opposants qui se retrouvent toujours complètement étouffés, marginalisés et dégoûtés.
Et à chaque fois, ça recommence. Il a réussi à faire rentrer dans son gouvernement le travailliste Ehud Barak, plus récemment Benny Gantz ou Yair Lapid, qui étaient pourtant ses ennemis jurés. Eh bien, il réussit à les faire venir, il les essore comme des éponges, les autres partent ou se font renvoyer, et Netanyahou est toujours là. On peut revenir peut-être rapidement sur sa jeunesse. On l'a un peu entendu dans le récit documentaire. Il a été aux États-Unis, mais en même temps, il a fait son service militaire en Israël. Il est américano-israélien. On peut revenir un petit peu sur la jeunesse du personnage ? Oui, Benyamin Netanyahou a passé une partie de son enfance, de son adolescence, de ses études supérieures et de sa vie professionnelle aux États-Unis. Il parle parfaitement anglais avec un accent américain parfait. Il connaît très bien les codes américains. Et d'ailleurs, j'allais dire que c'est un pays qui lui va bien. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime les plaisirs de la vie. Donc, vous voyez, à New York ou à Hawaï, où il aime aller, il est tout à fait à l'aise. Donc, c'est vrai que cette vie américaine l'a beaucoup marqué. Déjà dans la politique, à cette époque-là, dans la vie américaine ? Non. Bon, d'abord, il y est comme petit garçon, comme étudiant ensuite. Après, il a fait des études supérieures en économie, en business. Et il était plutôt parti pour être dans les affaires. Et puis, il a été rattrapé par la politique, mais d'abord par la diplomatie, puisqu'il était dans le corps diplomatique israélien. Il était notamment numéro 2 de la délégation israélienne aux Nations Unies. Et là, il s'est fait connaître du public en étant le porte-parole et le porte-voix d'Israël aux États-Unis, parce que, comme je vous le disais, c'est quelqu'un de très à l'aise dans les médias. Il a fait beaucoup de média training. Il était très bon à la télé. Donc, à cette époque, il n'est pas en politique, il se lance vraiment en politique. Quand il rentre en Israël, il est ministre adjoint des Affaires étrangères, puis député et chef du Likoud. On le comprend dans le récit, il a des opinions tranchées, il se classe à droite. Est-ce qu'il y a une évolution de Benyamin Netanyahou dans sa ligne politique entre la fin des années 90, où il prend la tête d'Israël, et aujourd'hui, 2025 ? Eh bien, pas tant que ça. Très tôt, Benyamin Netanyahou a affirmé des idées dont il n'a pas varié, dont il ne s'est pas éloigné. Par exemple, au tout début des années 80, il est aux États-Unis. Il se fait alors appeler Ben Nitai, pour faire plus américain. Vous pouvez chercher sur YouTube, ça existe. Et il explique pourquoi il ne doit pas y avoir d'État palestinien. On est fin 70, début 80. Ensuite, dans les années 90, il écrit un livre qui s'appelle « Une place parmi les nations », où il donne sa vision, un État israélien fort, sécuritaire et pas d'État palestinien. Et puis aussi, tout au long de sa carrière, il a dit « Nous sommes là pour lutter contre le terrorisme ». Donc, lutte contre le terrorisme, sécurité, pas d'État palestinien, il dit la même chose depuis 45 ou 50 ans. La question est peut-être candide. Est-ce qu'il est à droite ? Est-ce qu'il est à l'extrême droite ? On a entendu certains observateurs le considérer comme une personnalité d'extrême droite. Quel est son positionnement ? Originellement, le Likoud, c'est le grand parti de la droite conservatrice et libérale en Israël. On pourrait comparer ça, vraiment toute proportion gardée, avec le RPR, quand le RPR était un parti, on va dire, bien national, mais pas nationaliste. Par exemple, le Likoud, sous ses premiers ministres précédents, respectait énormément les magistrats, la Cour suprême. Ce n'est plus le cas de Benyamin Netanyahou. Donc, c'est vrai que le Likoud, on va dire, pour employer un mot français, c'est droitisé. Il est devenu plus populiste, anti-élite, anti-magistrature, anti-journaliste, anti-intellectuel. Et surtout, il s'est allié, comme ça a été dit dans la présentation, avec l'extrême droite et les religieux. Mais depuis, il s'est allié avec bien pire, avec des personnes de l'extrême droite, racistes, messianiques, misogynes, homophobes, anti-palestiniennes, suprémacistes. Donc, quand vous vous droitisez et que vous vous alliez avec le pire de l'extrême droite, vous êtes au minimum à la droite extrême. Je reviens sur le récit documentaire. Du coup, on comprend en vous entendant, grosso modo, il est resté, il n'a pas changé de ligne concernant la Palestine, concernant l'État palestinien ? Ah, surtout pas. Il a toujours été opposé à la création d'un État palestinien. Une fois dans un discours, il a laissé entendre que
il faudrait un État palestinien, mais c'était comme ça au début des années 2010, sous pression de Barack Obama, qu'il a consenti à cela. Mais non, il n'a jamais voulu d'État palestinien, il n'a jamais voulu d'État palestinien ayant Jérusalem-Est pour capitale. Ça, c'est une constante chez lui. On va reparler de la Palestine et de Gaza, notamment pour réagir à cette actualité qui s'écrit en ce moment. Mais d'abord, on l'a entendu dans le récit documentaire, Benyamin Netanyahou fait face depuis 2020 à la justice de son pays, accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance. 2020, on est en 2025. Déjà, pourquoi ce procès est aussi long ? Alors c'est long, mais c'est pas plus long qu'un procès en France. Le financement présumé libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est quasiment 13 ou 14 ans après la révélation des faits. Donc on n'est pas sur une procédure si longue. Alors pourquoi malgré tout c'est long dans l'absolu ? Parce que évidemment Netanyahou et ses avocats ont utilisé toutes les procédures légales pour ralentir le procès, parce que ce sont plusieurs dossiers différents dans lesquels il y a beaucoup de témoins. Parce que quand il est Premier ministre, il dit « Ah mais excusez-moi, je n'ai pas le temps de me rendre à la convocation du juge d'instruction parce que la situation sécuritaire d'Israël m'oblige à rester à mon bureau ». N'oublions pas qu'il y a eu pendant cette période le Covid où Israël a été vraiment fermé, claquemuré. Moi j'y étais, j'y vivais et on vivait vraiment un vrai confinement. Donc voilà, c'est toute cette accumulation qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il risque concrètement avec la justice de son pays dans cette affaire ? Si la loi s'appliquait dans sa façon la plus ferme, s'il était condamné, il pourrait faire de la prison ferme. La justice israélienne n'a jamais hésité. Ehud Olmert, ancien Premier ministre, a fait de la prison. Un ancien président israélien a fait de la prison, lui, pour agression sexuelle. Ehud Olmert, c'était pour des affaires financières. Donc sur le papier, je dis bien, il pourrait aller en prison. Après, que décideront les juges, le condamner ou pas, et quelle peine, ça reste à voir. Concernant la justice, il n'y a pas que la justice israélienne qui s'intéresse à Benyamin Netanyahou. Depuis novembre 2024, il est visé par un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Un mandat d'arrêt international, le symbole est assez fort pour qu'on se rende compte. Vladimir Poutine ou en son temps Mouammar Kadhafi étaient eux-mêmes poursuivis par la Cour pénale internationale. Concrètement, la CPI, la Cour pénale internationale, elle se fonde sur quels éléments, Frédéric Mettezo ? Alors, c'est très bien expliqué sur le site internet de la CPI, en français par exemple. Pour la notion de crime de guerre, elle se fonde sur les attaques qui sont menées à Gaza et qui touchent des civils et la privation de nourriture, d'eau, d'électricité et de médicaments. Ça, pour la CPI, c'est constitutif de crimes de guerre. Pour les crimes contre l'humanité, là, on est sur le côté systématique, généralisé et indistinct des bombardements ou des attaques au sol. C'est-à-dire que des milliers de civils, des vieillards, des femmes, des enfants meurent à Gaza. Et le côté vraiment répétitif et qui nous semble sans fin de ce qui se passe là-bas, pour la CPI, c'est une qualification de crime contre l'humanité. Ouais, et ce gigantesque drame humain à Gaza, il est documenté par de nombreux journalistes palestiniens, mais aussi parfois français, comme cette équipe de France 2 en reportage au nord de Gaza. Écoutez, c'était il y a un an, en avril 2024, un reportage parmi d'autres. Écoutez. Cette mère ne sait plus à quel saint se vouer pour aider son fils grièvement blessé lors d'un bombardement. Il n'y a plus de médicaments dans cet hôpital, même pas un pauvre antidouleur. Plus aucune couche, mon fils porte la même depuis 3 jours. Un système de santé à l'agonie, symbolisé par ce seul établissement médical fonctionnant encore dans le nord de la bande de Gaza. Comment Benyamin Netanyahou se défend-il face aux accusations de la CPI ? Alors, il a plusieurs systèmes de défense. D'abord, il crie à l'antisémitisme. Il dit que attaquer le Premier ministre d'Israël en justice, c'est être antisémite. Ensuite, il y a toutes les procédures légales et juridiques, évidemment. Là encore, les représentants d'Israël ont déposé tous les recours possibles à la CPI pour ralentir l'instruction, pour essayer de
mettre fin à cette mise en examen. Il dit aussi qu'Israël a le droit de se défendre et donc qu'on n'est pas dans le cadre d'un crime de guerre, mais dans une riposte à des attaques terroristes qui ont eu lieu le 7 octobre. Et puis aussi, il y a en Israël tout un dispositif où la justice israélienne essaye de dire que la Cour n'est pas compétente pour mettre Benyamin Netanyahou en examen parce qu'elle-même, la justice israélienne, peut enquêter si jamais l'armée est soupçonnée d'un crime. Et donc, c'est pas la peine de demander à une cour supranationale de faire ce travail, alors même qu'Israël ne reconnaît pas la CPI, puisqu'elle n'a pas signé l'accord de Rome qui instaurait la CPI. Qu'est-ce qu'il risque concrètement avec ce mandat d'arrêt émis contre lui ? Là aussi, on est très très théorique. On a vu des chefs d'État qui ont été mis en prison ou qui ont été mis en détention provisoire. On pense par exemple au chef des Serbes de Bosnie. On se souvient de l'ancien président ivoirien qui avait passé plusieurs mois en prison avant d'être jugé. Donc, sur le papier, vous encourez de la prison. Après, la justice internationale est très lente. Benyamin Netanyahou ne se constituera jamais prisonnier. Il risque théoriquement d'être arrêté dans tout pays qui a ratifié l'accord sur la CPI s'il s'y arrête. Mais plusieurs pays, comme la France, ont laissé entendre que, s'il venait, il ne serait pas arrêté. 1 an et demi que Benyamin Netanyahou a donc endossé le costume de chef de guerre depuis le 7 octobre 2023, on l'a dit, en guerre contre le Hamas, qui je le rappelle, est classé comme organisation terroriste par l'Union européenne, entre autres. Ma question est simple, Frédéric Mettezo. Que veut Benyamin Netanyahou ? Alors bien sûr, j'imagine, il y a la libération des otages, on l'a dit, il serait encore 24 vivants détenus par le Hamas, selon les informations des autorités israéliennes. La libération des otages, d'accord, c'est légitime. Et ensuite ? La libération des otages, elle n'est pas au cœur du discours de Netanyahou. Lui, il dit d'abord qu'il veut détruire le Hamas, éradiquer le Hamas et assurer la sécurité d'Israël. Il parle des otages, mais si vous regardez depuis le 7 octobre, c'est pas au cœur de son discours. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il a montré très peu d'empathie envers les familles des otages. Il ne s'est pas rendu à des enterrements d'otages qui sont revenus décédés. Il ne s'est pas rendu sur la place des otages à Tel Aviv. Donc, il ne montre pas forcément beaucoup d'affection pour ces familles. Netanyahou et l'armée israélienne, ils sont plutôt dans une logique vraiment militaire. On en a parlé en introduction, il y a cette conquête de Gaza qui est en train de se mettre en marche, conquête de Gaza, je cite les mots de l'armée israélienne. Benyamin Netanyahou prévient, cette nouvelle offensive israélienne à Gaza ne va pas se faire dans la douceur. L'offensive inclura un déplacement interne, je cite, de la majorité de la population gazaoui, ce sont les termes de Benyamin Netanyahou. On passe une étape dans ce conflit israélo-palestinien. On passe clairement une étape si ça se fait comme ça. Pour expliquer aux auditeurs français, c'est comme si un jour une armée voulait conquérir Paris et que tous les Parisiens se retrouvaient sur l'île Saint-Louis et sur l'île de la Cité, agglutinés sur un tout petit territoire, en ayant tout détruit autour. C'est le scénario, en tout cas, tel que le décrit l'armée israélienne dans les plans que vous venez de citer. Donc oui, là on est sur quelque chose de complètement nouveau, puisque Benyamin Netanyahou longtemps n'était pas intéressé par reprendre Gaza. Lui, ce qu'il voulait, c'était plutôt laisser Gaza sous le siège israélien, c'est-à-dire hermétiquement fermé côté israélien, également sous un blocus très strict des Égyptiens, où la frontière égyptienne s'ouvrait au compte-gouttes pour les Gazaouis. Il laissait le Hamas gérer la population palestinienne de Gaza, avec souvent d'ailleurs beaucoup de brutalité, parce que le Hamas est un régime tyrannique pour son peuple. De temps en temps, oui, il y avait des roquettes qui étaient tirées, mais bon, avec le bouclier antimissile, vous limitez vraiment beaucoup les dégâts. Donc finalement, ça allait très bien pour Benyamin Netanyahou et pour la majorité des Israéliens. À quelques kilomètres de Gaza, vous avez des jolies plages, vous avez de la verdure, et la vie est agréable pour les Israéliens. Sauf que ce scénario, il a volé en éclats le 7 octobre. La population israélienne, qu'est-ce qu'elle pense de leur Premier ministre ? Pour rappel, quelques mois avant le 7 octobre 2023, une bonne partie du pays était dans la rue pour s'opposer à sa réforme judiciaire, à la réforme judiciaire de Benyamin Netanyahou. Écoutez, ces soldats réservistes israéliens qui manifestaient, fait rarissime, ils étaient interrogés par France 24. Je fais beaucoup de jours de réserve. Mais je ne servirai pas un pays où quelqu'un emmène la démocratie vers la dictature. Je vais rester chez moi et aller dans la rue jusqu'à ce que la démocratie revienne. Ensuite, je ferai ma réserve.
Chaque semaine, ça empire. J'ai vraiment peur de ce qui va se passer ici. On est au bord d'une guerre civile. On était au moment de la réforme judiciaire mise en place par Benyamin Netanyahou, qui avait fait grand bruit, vraiment grand bruit, avec des manifestations monstres en Israël en 2023. On en est où de la popularité aujourd'hui de Benyamin Netanyahou ? Alors ces manifestations, elles continuent. Elles sont de plus en plus importantes le samedi soir, à Jérusalem et à Tel Aviv notamment. Moi, quand j'habitais à Jérusalem, ces manifestations, elles étaient en bas de chez moi, donc je les voyais tous les samedis soirs, mais elles n'ont cessé de grossir depuis le 7 octobre. C'est ça qui est intéressant. C'est que beaucoup d'Israéliens disent qu'ils sont en guerre. Beaucoup d'Israéliens ne s'opposent pas à ce que fait l'armée à Gaza. En revanche, ils sont nombreux à descendre dans la rue en disant que tout en faisant la guerre, Netanyahou fait aussi la guerre à l'appareil judiciaire israélien, à la magistrature et donc à la démocratie. Beaucoup d'Israéliens aussi pensent que Netanyahou mène la guerre à Gaza à des fins de politique intérieure, pour se maintenir au pouvoir, pour éviter une commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça ressort très fort dans les études d'opinion. Donc, il est impopulaire, sa cote de popularité n'est pas très haut, elle est entre 20 et 30% selon les moments et les instituts de sondage. Il est très contesté dans la rue, mais bon, il est au pouvoir, il a une majorité qui tient au Parlement, donc à ce stade, il est aux commandes d'Israël, même s'il est très critiqué par la rue. Certains Israéliens lui reprochent des défaillances. Les opérations du Hamas auraient dû être interceptées par les services secrets israéliens. Sous-titre, Netanyahou a failli à la sécurité de son pays, alors que c'est sa promesse de campagne depuis toujours. Netanyahou, il avait promis d'être celui qui allait assurer la sécurité du foyer des Juifs. La promesse d'Israël, c'est que tout Juif du monde, s'il vient dans ce pays, sera protégé et ne sera plus jamais attaqué parce qu'il est Juif. Donc, le 7 octobre, l'État israélien a échoué dans sa mission, puisque des Israéliens juifs ont été tués, assassinés de façon horrible dans leur maison. Souvent, ils dormaient, ils ont été réveillés, les jeunes, les vieux, les enfants. Voilà. Donc, c'est un échec terrible pour Netanyahou, pour l'armée, pour les services de renseignement. Le chef d'état-major de l'époque est parti. Le ministre de la Défense de l'époque est parti également. Il a été viré par Netanyahou. Il est en train de licencier le chef des services de renseignement intérieur, mais lui est toujours en poste. Il ne veut pas partir. Et surtout, il n'a toujours pas installé de commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre, parce qu'il dit on fera la commission d'enquête quand la guerre sera terminée. Mais alors, est-ce que Benyamin Netanyahou peut se maintenir au pouvoir encore longtemps ? Je le rappelle, il a 75 ans. Quelles sont les prochaines étapes le concernant ? C'est des élections ? Alors, le calendrier tel qu'il est aujourd'hui, c'est des élections autour de novembre 2026. On verra ce qui se passe d'ici là. Vous savez, la politique israélienne, elle est pleine de surprises, elle est pleine de crises, elle est pleine de coups de théâtre. On ne sait jamais, si ça se trouve, dans quelques jours, la majorité au Parlement pourrait tomber. Mais sur le papier, Netanyahou, il a un mandat jusqu'à novembre 2026. C'est très très loin quand il s'agit d'Israël. C'est très difficile de prédire l'avenir. En tout cas, on est mi-2025. Il a, en théorie, encore 1 an et demi devant lui. Et pourquoi pas se représenter derrière s'il en a envie. L'histoire le dira. Dans la tête de Benyamin Netanyahou, avec cette histoire qui s'écrit en ce moment même en Israël et à Gaza. En tout cas, on a les cartes en main pour y voir un peu plus clair et mieux comprendre la situation. Grâce à vous, Frédéric Mettezo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien correspondant de Radio France à Jérusalem, rédacteur en chef de Forbidden Stories et ancien de l'université Panthéon-Assas, je le précise. Exactement. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.